Bonjour à tous et à toutes et à tous. On va lancer cette table ronde. J'ai l'honneur d'accueillir 4 invités et que je remercie pour échanger autour d'une thématique importante, nos singularités de service public au sein de l'hospitalisation publique et de nos établissements et établissements médico-sociaux, avec une lourde question, est-ce que c'est une source d'inégalité ou finalement une force pour l'avenir? Euh, une thématique très riche que nous avons souhaité avec le comité scientifique essayer de creuser en croisant différents regards. Celle de Catherine Gindre, présidente de la commission de la certification de la HAS, Marie-France Oliéric, présidente de CME du CHR de Metz-Thionville et puis présidente de la CMJ du GHT de Lorraine Nord. Le docteur Geoffrey Jurkoloff, médecin anesthésiste réanimateur au CHR de Metz-Thionville, mais aussi à la clinique Ambroise Paré de Thionville, qui fait partie d'un groupe de cliniques privées lorrain, le groupe Louis Pasteur, et puis Nicolas Portolan, directeur général adjoint du CLCC Bergogny à Bordeaux. Merci d'être venu échanger avec nous sur cette thématique importante. Gabriel Nizan avait hier présenté de manière très détaillée toutes les valeurs du service public qui nous animent et qui finalement portent la vision et l'investissement professionnel dans nos établissements et sur les territoires au service de notre population. On est aujourd'hui dans un contexte où la FHF porte la responsabilité populationnelle qui nous oblige collectivement à réfléchir au regard des tensions et des problématiques actuelles à comment prendre soin de notre population avec des contraintes externes très fortes, notamment sur les ressources humaines. Et donc, on va essayer de tracer quelques lignes autour de cette table ronde sur les forces et faiblesses de chacun des secteurs qui sont aujourd'hui représentés, mais aussi avoir le regard de personnalités qui ont fait des choix de carrière, qui ont varié tout au cours de ces dernières années et qui vont pouvoir nous présenter chacun pourquoi ils envisagent parfois et quel est leur retour d'expérience sur différents types d'établissements. Et puis essayer de trouver peut-être quelques clés pour mieux travailler ensemble et pour porter demain, enfin aujourd'hui et demain, ce sujet de responsabilité populationnelle. C'est simple à dire, mais c'est vrai que parfois dans les faits, les coopérations et puis l'ancrage culturel de chacun amène certaines contraintes. Donc on va essayer de trouver quelques clés de lecture. Sans plus attendre, je vais laisser chacun se présenter, peut-être présenter son parcours et puis nous donner sa vision de l'hôpital public actuellement et puis peut-être quelques clés et puis on enchaînera sur des discussions qu'on souhaite également ouvertes au débat, donc n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez pour enrichir cette table ronde. Nicolas Portelan, je vais peut-être vous donner la parole pour commencer, pour vous présenter puis nous donner votre vision des choses. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs pour leur invitation. C'est vraiment toujours un plaisir de croiser les regards sur des sujets aussi importants. Merci à l'ensemble des collègues pour leur accueil. C'est aussi très sympa ces moments-là. Alors, rapidement, des éléments de parcours. Un peu plus de 20 ans dans le secteur de la santé, d'abord comme manipulateur radio, dans le beau CHU de Nice, juste avant que Catherine Gindre le rejoigne. Et ensuite le passage par le HESP, un premier poste comme directeur adjoint à l'hôpital de Saint-Brieuc. Ensuite, l'aventure de la création des ARS dès l'année 2010 avec l'ARS du Limousin, puis l'ARS Aquitaine, puis l'ARS Nouvelle-Aquitaine pendant environ 7 ans. Et depuis 6 ans, directeur général adjoint du Centre de lutte contre le cancer à Bordeaux. Voilà pour le parcours. Et puis une vision assez optimiste par nature, mais aussi, je crois, en étant objectif, en se disant que le secteur hospitalier en général, l'hôpital en particulier, est assis sur des bases solides, sur des valeurs solides, les valeurs qu'on connaît bien de service public, et à l'intérieur d'entre elles, je pense que la valeur de adaptabilité, mutabilité nous permet d'être assez optimiste sur notre capacité ensemble hospitalier à voir l'avenir dans des bonnes conditions. Et puis, je l'espère, une capacité demain plus encore à collaborer autour des besoins des patients pour améliorer, encore une fois, notre réponse à leurs besoins. Voilà, en premier tour.
Merci. Marie-France Olléric. Alors, Marie-France Olléric, je suis gynécologue obstétricienne au CHR de Metz-Thionville. J'étais interne et chef de clinique à Amiens et j'ai rejoint le CHR en décembre 2009. Je m'occupe de la maternité de Thionville depuis 2016 et je suis présidente de CME et présidente de CMG. J'ai acheté Lorraine Nord depuis 2020. Voilà. Alors moi, j'ai moins de jalons. Il est moins varié. Mon cursus, il a été très public. J'ai complété ma formation par une année de médecin manager à l'EHESP et je fais un cursus à Sciences Po de gestion et politique de santé. Et quand on a préparé la table ronde, une des questions que tu n'as pas reposées, David, c'était pourquoi tu as choisi le public. Et en fait, c'est une question que je me suis jamais posée. Et j'étais embêtée parce que je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on choisit le public? Parfois, on se pose pas la question. Donc, je me suis jamais posé la question. Alors, du coup, j'ai un peu travaillé hier soir tard et je me suis dit, alors si je dois répondre à la question, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que je viens d'un milieu modeste qui fait que l'hôpital avait une place importante dans ma famille et finalement, j'ai choisi l'hôpital public parce que j'ai voulu séparer la valeur du soin de la valeur de l'argent, je pense. Alors, on parle de PMSI, on parle de T2A, on en a beaucoup parlé hier, mais je crois que j'ai eu l'impression, en tout cas, quand j'ai choisi de faire médecine, que je pouvais soigner sans jamais penser à combien, alors je suis gynécologue obstétricienne, à combien était facturé un stérilet, je crois que je le sais toujours pas bien, à combien était facturé un accouchement, parce que finalement j'avais l'impression que pour faire un bon geste, il fallait pas qu'on pense à autre chose qu'au patient devant soi. Donc voilà, ma vision de l'hôpital public, c'était celle, en tout cas, quand j'ai commencé à faire médecine, celle quand j'ai choisi ma spécialité. Entre-temps, j'ai pris des responsabilités différentes et j'ai pas du tout la même vision. Alors du soin, c'est la même. De l'hôpital, c'est pas tout à fait la même parce que je me rends bien compte qu'on a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir avancer. Mais je pense quand même que la valeur reste la même et je pense que l'hôpital public peut être fier de se dire qu'on soigne sans réfléchir au reste, ou en tout cas à ce niveau du pH entre guillemets de base. Et j'aime bien dire que je suis un pH de base quand je suis de garde et que je me pose moins de questions que quand je suis PCME. Et ça, c'est quand même très agréable en fait. Merci. Peut-être Geoffrey Jorkoloff. Oui, bonjour, Geoffrey Jorkoloff, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Moi, je tiens également à remercier chaleureusement l'organisation, l'invitation et les échanges préalables qu'on a déjà eus, qui sont vraiment très bien passés. Donc, j'exerce en tant que médecin anesthésiste réanimateur dans un groupe qui s'appelle le groupe Louis Pasteur Santé, qui est lorrain. Principalement au sein de la clinique Ambroise Paré de Thionville. J'ai en même temps effectivement une activité au sein essentiellement de l'hôpital de Thionville en réanimation comme praticien attaché. Et depuis 2 ans, j'essaie de me lancer dans une nouvelle casquette administrative au sein du groupe sur un poste de directeur délégué dans un soin de suite et de réadaptation. Donc avec une découverte en plus de l'activité médicale, de la partie, on va dire, administrative du soin. Ma carrière, elle est 100% lorraine. Je suis lorrain de souche, de formation, de faculté, d'exercice par la suite. Je suis toujours resté en Lorraine. J'ai jamais vraiment eu à faire de décisions particulières dans ma carrière. Tout s'est toujours fait, alors je pense que c'est un hasard, mais sur des rencontres. Pendant mon internat, mon assistanat, mon installation libérale après, on a discuté avec Nicolas, j'ai à un moment failli m'installer en CLCC, je pense que j'y aurais été heureux, ça s'est fait ailleurs. J'ai pas exercé dans le public pendant un certain temps, j'y suis revenu après, essentiellement sur des rencontres aussi, et je pense que en tant que soignant, c'est vraiment quelque chose qui à la fois sur des rencontres médicales et aussi administratives, parce que il faut lier les deux. Je pense que c'est ce qui a permis de forger des choses et je pense qu'on peut bâtir des choses comme ça si on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Je reste convaincu de ça. J'ai vécu un peu la même chose dans une branche un petit peu externe qui est l'accréditation des médecins que j'ai découvert par hasard dans mon collège de formation qui est le CEFAR.
où là aussi, on voit des gens publics, privés, qui travaillent ensemble pour la qualité des soins et ça se passe bien et on arrive à faire des choses. Donc le travailler ensemble, moi j'y crois, c'est évidemment pas facile. Il faut donner les moyens, il y a des échecs, il y a des succès, mais vraiment, je pense que c'est des choses qui sont faisables. Merci. Alors, Catherine. Oui, merci David. Alors moi j'ai le privilège de l'âge, donc de l'ancienneté aussi, puisque j'ai derrière moi une 40aine d'années donc dans la fonction publique hospitalière essentiellement. J'ai choisi un jour d'y rentrer un peu par les hasards des calendriers des concours, un peu par atavisme. En tout cas, je pense qu'on n'y rentre pas tout à fait par hasard. Et moi, j'avais des grands-parents qui étaient le pur produit de la méritocratie républicaine et un père qui était PIPH de CHU. Personne n'est parfait. Donc, à un moment, j'ai fait ce choix, je ne l'ai jamais regretté. Alors, si j'ai une vision plutôt critique des 4 dernières décennies en matière de politique de santé, j'ai par contre, comme l'a exprimé Nicolas, une vision plutôt optimiste, par nature peut-être un peu, mais par conviction aussi, de l'avenir de l'hôpital public. Alors d'abord, tu l'as dit, David, tu l'as rappelé, parce que pour moi, les valeurs qui sous-tendent l'hôpital public sont le reflet de celles qui fondent notre pacte social, essentiellement l'humanisme, l'égalité, la solidarité. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il est le symbole et le rempart pour les citoyens d'un modèle social et politique qui date de la Révolution un peu avant, de Jean-Jacques Rousseau, et ensuite des fondements du pacte de la protection sociale à la fin de la guerre, et que je pense qu'en tant que tel, c'est une construction inamovible de notre société, ou alors c'est notre société tout entière qui périclitera. Donc pour autant, effectivement, je pense que l'hôpital, qui en plus a manifesté des signaux très positifs pendant la crise, je crois quand même qu'il faut, et tout le monde le reconnaît, je dirais une capacité de réactivité, de réaction, d'inventivité, de résilience hors du commun, qui a aussi, si on se retourne un peu en arrière ces 60 dernières années, je dirais, absorbé des révolutions, des évolutions très fortes, mais pour certaines des révolutions scientifiques, techniques, sociétales, sociales et culturelles, etc. Et tout ça me laisse à penser que l'hôpital a cette capacité de résilience, d'adaptation, etc. Pour autant, je pense qu'il est temps, il est même grand temps, effectivement, de se projeter dans une évolution de ces organisations, de ces mentalités, de son mode de fonctionnement, et de s'ouvrir à d'autres acteurs, beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui, parce que demain sera collectif. L'hôpital ne pourra pas tout faire, même s'il doit garder, à mon avis, la place qui est la sienne, son rôle d'expertise, de savoir-faire, de locomotive, de locomotive notamment de recherche et d'innovation pour les plus gros, de formation, de support des territoires pour les plus petits, de proximité, de support de territoire aussi. Et je crois que tout ça, l'hôpital public doit continuer à le faire, mais il ne doit pas le faire tout seul. Merci pour cette vision optimiste, pour rebondir sur ces derniers propos. Si on rentrait un petit peu dans le détail, parce que c'est vrai que c'est intéressant au regard de vos regards croisés, d'appréhender les différences entre les différents secteurs. Catherine Jeanne. J'ai oublié de vous dire, du coup, j'avais quand même fait une carrière, j'en ai pas parlé, donc j'ai oublié. J'ai oublié, bah oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, donc j'ose plus en parler. Donc effectivement, donc j'ai fait une carrière d'abord aux Hospices civils de Lyon, une 15aine d'années où j'ai appris mon métier, et puis ensuite j'ai pris, un risque en prenant, et qui était un challenge, qui était celui de construire une structure dédiée à la cancérologie, et qui était un institut de cancérologie qui regroupait les activités de cancérologie de la mutualité, donc ESPIC de la Loire, avec les activités non spécialisées de cancérologie du CHU de Saint-Étienne, pour en faire un institut de cancérologie. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc là, j'ai bien ce regard, cette vision un peu croisée sur ces différents secteurs. Et puis ensuite, je suis repartie assez naturellement dans les CHU. J'ai été directrice générale adjointe à Nice, puis directrice par intérim. Puis ensuite, j'ai dirigé le CHU d'Amiens. Ensuite, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, puis les hospices civils de Lyon. Dans le cadre de ces fonctions-là, j'ai aussi assuré la présidence de la conférence des directeurs généraux de CHU,
J'ai participé au conseil d'administration de la Fédération hospitalière et à son bureau, y compris avec David. Et puis, depuis 3 ans, je suis membre du collège de la Haute Autorité de Santé et je préside la commission de certification des établissements de santé. Voilà. On est fini. Merci. Bon, oui, vos différentes expériences sont vraiment intéressantes parce qu'on va pouvoir essayer de creuser finalement les différences entre les différents secteurs. Et la première question que nous souhaitions aborder avec vous, c'est finalement, on parle d'agilité de l'hôpital public, mais c'est présenté parfois aussi comme un défaut ou une lourdeur au regard de différentes tailles d'établissements. Public du CHU au CH, mais est-ce que dans les faits c'est vraiment le cas? Est-ce que en termes de gestion, peut-être de circuit d'appel d'offres, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre le public et le privé? Est-ce que les circuits courts de décision dont on parle beaucoup à l'hôpital public actuellement pour essayer de réimpliquer les professionnels dans la vie de l'établissement, est-ce que c'est un sujet aussi dans vos établissements? Marie-France Oliéric, peut-être déjà, quelles sont les attentes des professionnels à l'hôpital public sur ces sujets et quelle est sa vision? Est-ce que c'est vraiment des images ou des caricatures ou est-ce que c'est un vécu partagé? Alors, quand on est soignant, on a toujours l'impression que l'hôpital est un mastodonte, qu'on a du mal à bouger et que tout prend du temps. Et tout prend du temps. On le sent dans l'escalade de violence verbale dans les mails de nos collègues. Ils demandent quelque chose, ils l'obtiennent pas. 3 jours plus tard, il y a un mail moins sympa. Enfin, donc, de prime abord, je dirais oui. Mais d'un autre côté, quand on voit comment l'hôpital a pu s'adapter à la crise Covid, où tout était à la fois difficile, mais tout était hyper facile, je te dirais que non, il a été hyper agile. On est tous fiers de ce qu'on a fait pendant la crise Covid. Alors, tout l'hôpital public se résume pas à la crise Covid, mais je pense que c'était un sacré challenge que l'hôpital public a relevé brillamment. Alors, pas que l'hôpital public, mais l'hôpital public en très grande partie quand même. Et maintenant, on paye peut-être les dommages collatéraux de cette agilité. Et finalement, à un moment où quand je prends ma casquette de chef de service, où on pouvait demander tout ce qu'on voulait aux soignants, du matin pour l'après-midi, et on pouvait demander tout ce qu'on voulait de l'autre côté à la direction. Tout le monde se démenait de tous côtés pour que ça marche. De toute façon, c'était une urgence sanitaire. On pouvait demander aux chirurgiens cardiaques d'aller s'occuper d'un secteur Covid. Ils faisaient de la médecine, tout ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on pourrait plus demander. Alors peut-être que si demain, il y avait une autre crise, on pourrait encore redemander. Mais donc, j'aurais tendance à dire que oui, on a été agile. Alors peut-être que maintenant, on l'est moins parce que c'est difficile et qu'il faut qu'on retrouve cette agilité, mais autrement. Et je crois que l'hôpital public tout seul ne pourra pas la retrouver. Et c'est là où je vous rejoins. Et finalement, l'ouverture vers l'extérieur, des partenariats, l'ouverture vers la ville, le partage de la pénibilité, c'est là où en fait on aura besoin des autres. Geoffrey Jurkolov, sur ces différents sujets, finalement, est-ce que le secteur privé est plus réactif ou plus agile? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marie-France. Le secteur privé, je veux dire, on n'a pas de modèle, préétabli. Mais je pense que c'est aussi comme ça dans le secteur public. Ça dépend de beaucoup de choses, de la taille des personnes avec qui on est très clairement d'un centre à l'autre. Dans le groupe dans lequel j'exerce, il y a historiquement une organisation interne qui est relativement faite en filière courte avec un accès assez court vers les dirigeants, mais ça a été une volonté, mais qui n'est pas partout faite comme ça dans le privé. Et je pense, en tout cas, l'expérience que j'ai moi du public, j'ai connu à certains endroits aussi des différences management. Donc je pourrais pas mettre les choses dans des cases aussi rigides. Et je pense que l'exemple il faut essayer de rebondir sur ces exemples, comme l'a dit Marie-France, sur la crise et les capacités qu'on a de le faire. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas que ça sera toujours impossible. On a des exemples qui montrent qu'on a réussi à le faire, et même s'il y a un coup de mou après parce que les choses sont difficiles, on a quand même pourquoi ne pas être optimiste et se dire c'est faisable, et si on arrive à rallier les bonnes personnes autour d'une table et dans les bonnes conditions, même si c'est pas facile, même si ça prend du temps, il faut du temps pour faire les choses en santé, il faut pas aller trop vite. Moi je reste optimiste là-dessus malgré toutes les difficultés, hein. Je veux pas faire de discours démagogique, loin de là, mais partons des exemples qui fonctionnent, mettons les bonnes personnes autour des tables et essayons de construire des choses comme ça, je pense.
Merci. Alors, Nicolas Portolan, quel est le point de vue d'un directeur de CLCC sur le sujet, avec son fonctionnement aussi que vous pouvez éventuellement nous présenter brièvement? Oui, alors pour partager, mais chacun le sait ici, que quand on est directeur dans un CLCC, on vit dans un monde où l'argent coule à flot, qui n'a aucune contrainte ni juridique, ni sur le plan des marchés publics, et où les décisions se prennent dans l'harmonie la plus complète avec la communauté médicale qui est elle-même consciente de tous ces enjeux. C'est bien la vision qu'on peut avoir d'un CLCC de l'extérieur. Alors, c'est un peu différent. Légèrement différent dans la réalité. Alors peut-être le premier point repartagé, mais ce qui n'est pas forcément connu, qu'on a strictement le même mécanisme de financement. Je ne rentrerai même pas dans les éléments de politique, de coefficients qui peuvent être différents dans un secteur ou dans l'autre, mais on a le même régime de financement, T2A, MIG, mairie, une partie de dons et legs qui peut être supérieure, même si aujourd'hui beaucoup d'établissements publics s'organisent pour être aussi collecteurs et venir agrémenter, on va dire, nos budgets. Sur le plan financier, donc c'est strictement identique à un établissement de santé. Oui, on est soumis au marché public. On peut lire aussi, ici ou là l'inverse, mais une ordonnance de 2005 qui rappelle ce qui fait qu'un établissement est adjudicateur public ou pas. Il y a 7 critères, je crois. Il suffit d'en avoir 3 pour l'être. On a un président de conseil de surveillance qui est le préfet. On manipule massivement des fonds publics. Donc oui, on est adjudicateur public et soumis au marché public. Et bien évidemment, on a la chance de bénéficier du regard bienveillant et critique de la HAS notamment, de la Chambre régionale des comptes et de ce type de regard extérieur. On reviendra peut-être plus tard sur la partie gouvernance, mais sur ces points que l'on décrit souvent comme des facteurs externes qui justifieraient une lourdeur interne. Alors, le code de la santé publique, le code des marchés publics, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'on peut entendre selon laquelle il serait la cause de tous nos maux. Très franchement, je pense que si on dispose de ces outils, d'abord c'est très souvent à notre demande, et y compris les professionnels de santé et les professionnels de la santé au sens large sont les plus demandeurs en général de disposer de cadres clairs. Quand on pense des autorisations de cancérologie, ce sont les sociétés savantes des experts en cancérologie qui vont plutôt avoir tendance à rajouter un certain nombre de couches et de réglementation pour garantir la qualité et la sécurité des soins. Mais on vit chacun dans nos paradoxes, c'est-à-dire qu'on demande du cadre et en même temps on cherche en permanence à s'en exonérer. Donc ces paradoxes, on les retrouve à tous les niveaux, j'ai envie de dire, de la construction de notre système. Donc moi je trouve que les marchés publics, par exemple, c'est un outil qui est très puissant, qui protège les directeurs, qui garantit le bon usage des deniers publics et qui nous permet de challenger la concurrence. Il n'y a pas pire situation que quand on est sur un monopole avec un opérateur et aucune concurrence et aucun cadre pour garantir l'égalité d'accès à la commande publique. Donc sur ces enjeux, je pense qu'il faut plutôt s'adapter, encore une fois, aux circonstances que d'essayer en permanence de trouver des causes exogènes de nos difficultés. Sur la question de la prise de décision, je ne sais pas s'il y a un modèle au sein des CLCC, enfin, je suis même sûr du contraire, si on part de la définition du modèle qui serait ce qu'on doit imiter. Pour le coup, je crois qu'il n'y a rien à imiter. Il faut qu'on ait des solutions qui soient adaptées à chacune des organisations. Je pense qu'il y a un effet taille qui est déterminant dans la façon dont on peut s'organiser. Le fait qu'on soit des petites structures monothématiques garantit probablement une forme d'agilité. Mais aujourd'hui, une structure publique de la même taille, c'est 1200 salariés à Bergonié. Je pense que les décisions se prennent aussi vite, que le directeur est aussi accessible et qu'on en suit les mêmes mécanismes. Là aussi, il y a un paradoxe, c'est que les mêmes qui souhaitent avoir des réponses par mail à leur demande d'investissement dans la minute ne supportent pas et ne comprennent pas pourquoi on ne leur a pas demandé leur avis à eux quand il a fallu arbitrer d'autres investissements, d'autres pôles, d'autres. Donc, la nécessité de la construction de la décision en interne, elle prend en effet ce temps de la discussion, de l'échange, de la validation. Laetitia Lode le rappelait hier dans la définition de la gouvernance, c'est bien comment est-ce qu'on met en place les circuits de décision pour que la décision soit la plus respectée, la plus comprise possible. Et ça prend du temps. Et donc, il faut qu'on arrive à gérer ce paradoxe-là aussi. On ne le gère pas différemment dans un CLCC que dans un établissement public de la même taille.
Ouais, alors je pense que ça c'est une remarque qui est très importante. Et là pour le coup, que ça soit dans le monde privé que je connais, le monde des CLCC ou le monde public, il faut ce fameux mail extrêmement énervé. Tout le monde le connaît, tout le monde en reçoit beaucoup tous les jours. Bref, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Il faut, et Nicolas l'a vraiment bien dit, il faut que les acteurs du soin et les acteurs de la partie administrative du soin apprennent à comprendre les impératifs qu'on a tous les uns les autres. C'est-à-dire, évidemment, en tant que soignant, il me faut une certaine machine pour exercer correctement et j'ai envie de l'avoir et voilà, évidemment. Ces contraintes, il faut arrêter les archétypes, la lourdeur de l'administration. Enfin, je veux dire, il y a souvent quand même une explication derrière tout ça. Il faut aller la chercher dans un sens comme dans l'autre. Un directeur peut aller comprendre un médecin peut aller comprendre son directeur. Il faut faire l'effort de le faire, c'est pas toujours encore une fois évident, mais je pense que c'est vraiment essentiel parce que sinon on reste arc-bouté et puis, enfin, je veux dire, les choses n'avancent pas. Et alors là, pour le coup, je ferai pas de distinction sur le schéma public-privé ou autre, hein, clairement. Catherine, non, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit d'abord par Geoffrey, enfin par Nicolas et par Geoffrey. J'ai exactement le même point de vue que Nicolas sur les contraintes réglementaires exogènes. Je pense qu'il ne faut pas en faire, je dirais, un paravent derrière lequel on se cache. Il y a d'autres causes, il y a d'autres leviers pour effectivement améliorer la situation. On ne peut pas la nier non plus. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le cadre des marchés publics soit un cadre plus contraignant qu'il n'est utile. Je pense par contre qu'il y a des sources d'assouplissement, d'adaptabilité dans un certain nombre de domaines. J'évoquais tout à l'heure des évolutions majeures là, sur les dernières années, que ce soit dans les nouvelles technologies, y compris d'organisation, sur laquelle il y a plein de petites entreprises, je ne parle même pas de start-up, mais de petites entreprises qui aujourd'hui refusent de répondre à des appels d'offres parce que ça nécessite, et qui sont par définition, elles, agiles, flexibles, etc., et qui refusent en fait d'investir des moyens spécialisés pour répondre à des appels d'offres qui sont chronophages, voilà, etc., qui leur coûtent du temps, de l'argent, donc ils ne comprennent pas tout le temps les arcanes et qui se vont souvent avoir là-dessus. Et c'est dommage parce qu'on se prive d'un certain nombre de solutions qui pourraient nous faciliter grandement un certain nombre d'évolutions. Bon. Hormis ça, je ne pense pas qu'il faille remettre en cause, je dirais, le cadre des marchés publics et d'une manière générale le cadre réglementaire, comme le dit Nicolas, nous protège aussi. Par contre, je pense qu'il y a un sujet sur lequel il va falloir faire une sorte de révolution copernicienne à l'hôpital, c'est celui du modèle culturel hiérarchique. On a un modèle à l'hôpital qui est culturellement hiérarchique et qui, de fait, dans des situations de tension comme on en connaît, à la fois rigidifie encore un peu et déshumanise les relations de travail. Et c'est, de mon point de vue, particulièrement marqué, cette vision, dans le collectif soignant, qui a cette vision extrêmement hiérarchique des relations. Et je pense que justement, et comme vous le disiez, tout à fait nécessaire d'aller vers plus de fluidité dans la communication, dans la relation tout simplement, entre tous les acteurs. Mais quand on dit entre tous les acteurs, c'est en transversal dans les relations d'un service à un autre service, c'est dans les relations des plus anciens avec les plus jeunes, c'est pas forcément les plus anciens qui savent tout, mais c'est pas non plus forcément les plus anciens qui ne savent plus rien, c'est pas non plus dans les relations, l'articulation entre soignants, administratifs, techniques, enfin l'ensemble des maillons qui constituent la chaîne de fonctionnement de l'hôpital. Je crois que là, il y a un vrai sujet. Et sans rentrer, je dirais, dans des concepts, je dirais, managériaux un peu techno, je dirais quand même qu'il faut probablement passer d'un management participatif, comme on l'a connu dans les années 70, à peu près. Oui, c'était 70, je cherche dans mes notes parce que je n'ai pas tout en tête, il me semble, à un management qui va passer au collaboratif, ça c'est plutôt les années 90, mais maintenant à un management organo-intuitif,
C'est-à-dire qu'il faut repenser, réfléchir sur des organisations, il faut s'appuyer, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut s'appuyer sur les expériences, sur les initiatives, les faciliter, les accompagner, et c'est aussi comme ça qu'on créera de la fluidité, qu'on redonnera du sens, et que effectivement on recréera les conditions d'une organisation où chacun se sent à sa place et chacun accepte de participer collectivement à une stratégie. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet autour de ces données-là. Ce qui fait parfaitement la transition avec la thématique qui est centrale quand même dans nos établissements, et c'est les ressources humaines. Finalement, c'est vrai que les choix de carrière se font des fois sur des rencontres ou une vision peut-être de tel ou tel établissement, que ce soit sur des valeurs ou sur une vision de son organisation propre et personnelle, avec des trajectoires qui finalement se diversifient tout au long de la carrière. Et, il y a un facteur générationnel très important que chacun doit prendre en compte. Donc finalement, on a parlé de l'hôpital agile, mais est-ce que les établissements privés et ESPIC sont avantagés sur le volet des ressources humaines? Nicolas Portolan, peut-être, je peux vous donner la parole pour aborder ce sujet, d'autant plus que vous avez fait la une des médias il n'y a pas très longtemps, avec une expérimentation, une initiative pour tester la semaine des 4 jours à Bergognier. C'est un exemple peut-être d'agilité, ou peut-être que c'est un modèle qu'on peut aussi envisager dans d'autres secteurs. Oui, alors je terminerai peut-être sur ce point, sur la semaine des 4 jours, et pour revenir exactement sur le propos de Catherine Gindre, sur l'organisation. Est-ce qu'on est avantagé? Là aussi, s'expliquer en permanence que la rigidité des statuts est la cause de tous nos maux, à mon avis, c'est assez contre-productif, parce que là aussi, on est tous porteurs de paradoxes, et tous ceux qui voudraient à un moment introduire beaucoup de souplesse dans la façon dont on gère les corps, les avancements de carrière, etc., sont aussi ceux qui sont très vigilants, et à mon avis à juste titre, à ce qu'on garantisse une égalité, une équité au sein même de nos établissements. Et on voit bien que dès lors qu'on déroge à une situation, qu'on fait l'intérim, ça ouvre la porte à beaucoup de frustration, beaucoup de ressentiment de tous ceux qui, y compris sur le plan intellectuel au début, étaient ouverts à l'idée de déroger. Et donc, moi, je crois beaucoup plutôt à la force de la négociation collective. Et peut-être que notre force, et dans le cas de cette convention collective, en effet, peut-être une plus grande réactivité pour s'adapter aux évolutions des métiers. Vous le savez, dans les centres de lutte contre le cancer, il y a une part non négligeable de recherche sur des secteurs sur lesquels on a une concurrence forte du secteur privé, industriel, et sur lesquels on a besoin d'être très, très réactif. On a besoin d'être aussi réactif sur des métiers en tension, parce que comme on est sur des petits volumes d'effectifs, quand même, globalement, dès qu'il y a des tensions sur les manips radio, par exemple, ça va venir déstabiliser nos centres, sur les IAD, sur les IBOD, etc. Donc on a besoin d'être dans cette réactivité, mais je trouve que le modèle de la convention collective Unicancer est intéressant, parce que c'est pas chaque centre qui fait ce qu'il veut dans son coin, c'est vraiment une dimension globale nationale qui permet à cette réactivité et de maintenir le cadre. Donc ça, c'est un point intéressant. Maintenant, ce qui est aujourd'hui un facteur d'attractivité, je pense, important, c'est notre capacité à parler aux générations qui sont en train de faire leur choix entre le secteur de la santé, celui du commerce, celui du droit, et qui entendent un seul message du secteur de la santé, c'est ces difficultés à s'organiser. Le fait que dès lors que je vais rentrer dans le secteur de la santé, je vais y laisser le doigt, le bras, la main, le bras, et puis je vais me laisser engloutir par ce système, puisque les besoins sont tellement importants que je ne vais pas réussir à réguler une vraie articulation vie privée, vie professionnelle. Donc en lançant ce chantier, cette expérimentation semaine de 4 jours, c'est vraiment le but recherché, c'est de parler en externe, et pas pour se piquer les ressources entre nous, mais plutôt pour essayer de parler à ces futurs jeunes professionnels qui cherchent tous des métiers qui ont du sens, mais qui entendent nos difficultés à nous organiser, donc ils sont un peu quand même réticents à franchir le pas, donc pour les aider à franchir ce pas-là. Le deuxième enjeu pour des institutions comme les nôtres, c'est de ne pas avoir à subir demain une injonction d'une réflexion sur la semaine de 4 jours, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a un sens de l'histoire. Il suffit de voir l'engouement de cette annonce avec des appels très fréquents, des relais très fréquents de différents médias, et puis on l'entend cette petite musique dans tous les autres secteurs. Et moi, ma crainte, c'est vraiment qu'un jour, un peu comme sur les 35 heures, du jour au lendemain, on nous dise maintenant vous passez en semaine de 4 jours. Bon, on serait tous très, très embêtés.
alors qu'on en a aujourd'hui l'opportunité d'en faire un vrai levier pour réfléchir à nos organisations. C'est-à-dire que moi, l'intérêt pour l'institution, c'est de mettre à plat nos organisations, parce qu'on sait tous qu'elles sont constituées de différentes couches sédimentées, qui sont plus ou moins rationnelles, et qui font qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend pourquoi on est arrivé à cette organisation-là. Donc, mettre en place l'expérimentation de la semaine de 4 jours, c'est demander aux équipes, bottom-up, intégrales, de réfléchir comment est-ce qu'elles voudraient s'organiser demain. Finalement, derrière l'engouement, certains reculent en disant « Ah bon, vous êtes sûr, il va falloir que nous, on vous garantisse qu'il y ait quelqu'un de telle heure à telle heure, parce que jusqu'à maintenant, vous savez, on s'arrangeait, quand il y avait trop rien, on partait, on avait des repos, etc. » Ben non, il va falloir se regarder les yeux dans les yeux et se dire « Si nous, on a une amplitude de telle heure à telle heure, il faudra qu'il y ait quelqu'un pour valider les tests de biologie, les je ne sais quoi, et il faudra qu'on soit tous présents au même moment quand on aura décidé de poser ces organisations. » Donc l'enjeu pour l'institution, il est là. L'enjeu pour l'attractivité, c'est vraiment d'avoir toute cette meilleure articulation vie privée, vie professionnelle, des enjeux économiques, puisqu'on diminue le nombre de trajets, écologiques, c'est un facteur, je pense, qui doit être présent dans toutes nos décisions. Et ça semble être gagnant-gagnant, et ça le sera vraiment que si on arrive à rentrer dans le cœur du réacteur au niveau de la plus petite unité de travail. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, dans les établissements privés, pas de convention collective, beaucoup plus de souplesse dans les rémunérations, et puis l'articulation aussi avec le libéral qui amène certains avantages pour les carrières dans les établissements, les cliniques privées. Finalement, ces avantages sont réellement des atouts, ou il y a aussi des moyens de contrebalancer avec une vision de carrière plus salariée dans des établissements ESPIC ou hôpitaux publics? Ce qui est maintenant certain, c'est que la crise des ressources humaines qu'on connaît tous, très honnêtement, moi, à mon échelle, je ne l'ai pas vu épargner quelqu'un. Très honnêtement. Premièrement, deuxièmement, alors là c'est un exemple parce que c'est une niche, mais c'est un exemple quand même. Le nord de la Moselle, je pense pouvoir dire qu'on est à peu près tous impactés par l'attractivité du Luxembourg, hein, sans trop faire de statistiques précises, mais clairement la phase post-Covid, on en a vraiment tous souffert. Ça c'est le premier point. Ensuite, alors, l'absence de convention collective dans le secteur privé, oui et non, parce que dans un groupe, par exemple, le groupe dans lequel j'exerce, qui est certes un groupe régional lorrain, mais il y a quand même un sens à avoir une politique RH et de gestion de carrière que vous arrivez à homogénéiser dans les établissements, parce qu'il faut être crédible, premièrement, et parce que il faut trouver un moyen de refaire vivre un espèce d'ascenseur professionnel dans les carrières des soignants salariés, à mon sens. Il faut, Nicolas l'a dit à un moment, donner envie aux gens d'aller dans la santé, parce qu'aujourd'hui la santé c'est très dur, en tout cas vécu comme ça si on regarde juste le 20h sur une grande chaîne de télévision. Et pour ça, il faut expliquer quel est le sens du soin. Alors là, pour le coup, qu'il soit public ou privé, mais quel va être le sens du soin, quel va être le sens des évolutions potentielles de carrière. Il va falloir prendre des exemples concrets d'infirmiers, d'aides-soignants, de cadres de soins, peu importe, et de leur dire, mais à 30 ans ou à 25 ans, vous allez pouvoir faire ça, et peut-être qu'à 30, peut-être qu'à 35, à 40, mais il va falloir leur dire, leur expliquer, leur fabriquer des choses aussi. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, avons-nous assez de capacité d'évolution pour tous ces personnels soignants? Moi, je suis pas sûr. On a bien sûr des gens qui arrivent à faire de très belles carrières avec des ascenseurs professionnels magnifiques, mais je suis pas certain que ça soit assez courant, assez diffusé, assez expliqué, assez encouragé. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Je pense aussi, encore une fois, moi j'évoque toujours des rencontres, mais clairement j'aime bien revenir à ça. Des exemples de gens qui ont partagé des expériences et qui ont construit une carrière en faisant des allers-retours dans les deux mondes, du privé pendant un certain temps, de l'ESPIC pendant un certain temps,
du public pendant un certain temps, et on a des gens qui font des synthèses de tout ça et qui n'opposent pas à tout ça, et qui arrivent à construire une carrière de richesse qui se fait avec toutes ces expériences-là. Donc moi, j'aurais tendance à parier là-dessus dans le futur. Pour revenir sur l'exemple du Luxembourg, c'est un petit peu provocateur, mais on a quelques retours qui sont rares, mais on en a, de soignants qui reviennent en disant oui, évidemment, j'ai mieux gagné ma vie, hein, on va pas faire de dessin, mais vous savez quoi, il y a quand même un aspect d'entraide au quotidien dans les soins, le sens des soins. Ici, je viens voir ma cadre de soins plus facilement. J'ai un projet en tête, je peux le faire plus facilement. Tout ça, ça m'a manqué, je reviens. Voilà. C'est évidemment rare, mais je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense que ça veut dire quelque chose et qu'on peut partir de ça pour construire peut-être pas un nouveau modèle, c'est un grand mot, mais on peut en faire quelque chose, vraiment. Moi, j'en suis intimement convaincu. Et vraiment, le privé a peut-être des fois des capacités de réactivité, mais sur cette crise-là, on est tous impactés. Franchement, j'en reste persuadé. Au regard de ces tensions, on est évidemment quand même dans un système concurrentiel par rapport à ces ressources rares. Et donc, Marie-France, est-ce que les hôpitaux publics ont les moyens encore de développer cette attractivité? Alors, si je réponds non, on est tous fichus, en fait. Donc, c'est parti sur une note optimiste. Oui, en plus. Je dirais quand même que c'est difficile. Alors, c'est vrai qu'on est très voisins avec Geoffrey. Je pense que c'est difficile pour l'hôpital public. On en parle beaucoup au sein de l'hôpital, mais on en parle aussi en compte de PCME. On voit les gens partir. Alors, on n'en voit pas beaucoup revenir de la même frontière quand même, Geoffrey, chez nous. Parce que finalement, pour la même, en plus, notamment les infirmières, elles sont en horaire décalé, donc elles sont pas dans les bouchons du Luxembourg, donc ça aide un petit peu plus que le personnel médical qui serait plus dans les embouteillages. Après, je pense qu'il faut repenser l'hôpital public. On a voulu un système de santé qui était hospitalo-centré. On l'a voulu pendant longtemps. Il est l'hôpital au centre, mais c'est vrai que c'est difficile. Et quand on compare notre qualité de vie, et franchement, je l'ai dit en introduction, je ne changerai pas mon mode d'exercice. En plus, je suis obstétricienne, donc j'ai l'habitude de travailler la nuit, le week-end. Je veux dire, c'est pas un problème. C'est quand même pas non plus si facile, mais la pénibilité, c'est quand même un vrai sujet. Et quand on regarde nos jeunes internes dans les services qui ont choisi quand même des spécialités difficiles, ils veulent pas la même chose que nous. On en parlait hier soir. Ils veulent travailler. Hein. Ils travailleront probablement aussi bien, voire mieux que nous. Mais ce qu'on a demandé, moi, quand j'ai passé mon concours de PH il y a 15 ans, la question se posait pas. Je passais un concours de PH, c'était une stabilité, c'était ce que tous mes copains internes et ensuite chefs de clinique voulaient. Maintenant, ils veulent pas forcément de cette stabilité. Finalement, ils font un peu comme dans toutes les autres carrières. Ils font des césures, ils partent. Cette stabilité, ils en veulent pas. Alors, c'est peut-être là où l'hôpital public, il est moins agile, en fait, parce qu'on n'a peut-être pas la capacité de leur proposer des choses un peu différentes. On a toujours ce respect de ce qu'on propose. Et finalement, ce que nous, on voulait, c'est parce que eux veulent. Alors, je ne sais pas si eux voudront travailler 4 jours, mais en tout cas, ils voudront travailler moins. Ça, c'est sûr, moins longtemps, moins le week-end. Et c'est peut-être là où il faut qu'on s'ouvre. Et je sais, pour en avoir discuté beaucoup avec Geoffrey, qu'il faut peut-être que l'hôpital public s'ouvre vers la ville, vers d'autres structures, et que c'est peut-être comme ça qu'il faut le repenser et pas lui tout seul, en fait. Si lui tout seul, avec les forces vives qu'il a, qui partent, et je veux dire, les nôtres partent au Luxembourg, mais elles partent ailleurs, et puis dans des autres carrières, et ils font autre chose, les gens. Je pense qu'on n'y arrivera pas bien, et quand on voit la courbe de... je pense qu'on a passé le concours de P1 à peu près à la même période du creux de la vague, avant qu'elle remonte, il va se passer un paquet d'années. Nos années à venir vont être assez difficiles. Donc je pense, oui, il faut le repenser différemment, mais j'ai envie de croire qu'il a encore moi, je crois très profondément à l'hôpital public, donc il faut le repenser différemment, mais il faut quand même penser qu'il a tout son avenir. Vu, j'ai été très optimiste. Merci. Oui, très, très, très brièvement. Sur la partie plus médicale,
Il faut aussi, alors là, pour le coup, pour quand même bien le connaître, et pour la petite histoire, mon épouse est PH au CHR de Mercy. Un établissement comme le CHR de Mestionville, sur globalement les 10 dernières années, a créé ou généré, on appelle ça comme on veut, moi je trouve des capacités pour les médecins PH dans leur exercice, des évolutions. Alors il y a bien sûr la grille, le statut, qu'on connaît tous qui est rigide, etc., etc. On va pas refaire l'histoire, mais encore une fois, c'est quand même l'exemple d'un établissement public qui a œuvré pour trouver, ça s'est pas fait en 5 minutes, mais une équipe comme l'équipe d'anesthésie du bloc de Mercy, qui a beaucoup évolué sur les 10 dernières années, qui s'est étoffé, stabilisé. Je pense que ça s'est fait aussi parce qu'il y a eu un regard proactif de l'établissement qui s'est fait sur un certain temps avec des chefs de pôle qui ont été aussi un petit peu visionnaires, et ça a pu se faire. Et donc ça veut dire que c'est possible, que c'est pas forcément facile, mais que c'est possible. Et je vraiment rester optimiste sur ce genre d'expérience. Ouais. Catherine, quelle est ta vision alors? Oui, optimiste, si. Donc optimiste parce que de toute façon, je pense que nous n'avons plus tout à fait le choix. C'est-à-dire que j'ai la conviction que si on pense les organisations de demain avec les schémas d'hier, on va perpétuer les dysfonctionnements d'aujourd'hui. Donc il est indispensable d'évoluer, que oui, il ne faut pas se le cacher, probablement l'hôpital public, pour X raisons, y compris les raisons culturelles et sociales qu'on évoquait tout à l'heure, a probablement mis plus de temps à réagir que d'autres acteurs à ces évolutions sociales, sociétales. Il y a eu aussi un fort contraste générationnel, hein, dans le monde médical, en tout cas moi je l'ai bien vécu, où il y avait beaucoup d'affrontements entre ce que vient de décrire Marie-France, notamment sur les jeunes générations par rapport aux générations d'avant, et moi je pense encore à celles d'encore avant, qui sont encore en exercice, et qui disaient mais tous ces petits cons d'internes, nous de notre temps on en a bavé, il n'y a pas de raison qu'ils n'en bavent pas, etc., etc. Enfin tout ça on l'a tous, je pense, largement entendu. Donc tous ces éléments-là n'ont effectivement probablement pas contribué à tout de suite prendre je dirais, l'ampleur du phénomène qui allait nous subjuguer, nous dépasser. Hein. Donc, je pense que maintenant, de toute façon, plus personne ne le nie. Les générations qui nous succèdent ne raisonnent pas comme nous, n'ont pas la même relation au travail, ne veulent pas les mêmes organisations de travail, ne veulent pas les mêmes contraintes. Et tout ça, on ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement encourager la flexibilité, il faut soutenir la mobilité, y compris la mobilité interne, quand elle est, je dirais, choisie et adaptée à la structure. Et en cela, je rejoins parfaitement l'exemple de l'illustration qu'évoquait Nicolas tout à l'heure. Et je suis tout à fait persuadé que c'est par l'émergence, je dirais, de propositions et de solutions qui vont venir du terrain, qu'on fera avancer les choses. Les gens ont plein d'idées. Moi, je le vois au travers de la certification sur des pratiques dites avancées, là où ils nous proposent des choses extraordinaires. Les gens ont plein d'idées. Si on les accompagne et qu'on les aide, eh bien, ces idées, elles deviendront des projets, ces projets deviendront des organisations, et ces organisations, derrière, feront tache d'huile ou pas. Certaines n'iront pas jusqu'au bout. Mais je pense que c'est vraiment dans des modèles comme cela où, finalement, on va valoriser aussi l'humain à n'importe quelle place dans l'échelle, qui va véhiculer l'idée que chacun est utile à sa place, avec ses compétences. Voilà. Et je pense que c'est ces modèles-là qui nous permettront d'avancer. Nicolas, oui, je veux bien rebondir, merci, parce que c'est vrai que c'est aussi un des traits, une des caractéristiques probablement de notre secteur sur la difficulté à aider les futurs professionnels à se projeter dans des évolutions. C'est vrai qu'il y a peu encore, quand j'étais infirmière, et vraiment la meilleure perspective, c'était d'être cadre de santé. Alors d'abord, je crois que les études les plus récentes montrent que le management n'attire plus personne. Quelques éléments de réponse, pourquoi ? Parce que chacun se rend bien compte que ça devient une équation assez impossible à résoudre. Et il faut qu'on soit en capacité de leur montrer que maintenant, quand on rentre infirmière, d'abord on fait l'école d'infirmière, et certaines n'exercent pas et repassent d'emblée des masters, et en fait on est un peu dans
dans un schéma de l'IUT qui permettait ensuite de reprendre une école d'ingénieur. On fait infirmière, on acquiert une connaissance du terrain et puis on poursuit d'emblée ses études sans prendre ses fonctions. Ou alors on est infirmière ou manip radio, etc. Et il faut qu'on ait plusieurs pistes d'évolution. Donc le management, ça suffit pas. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'accessibilité pour ces professionnels paramédicaux à la recherche, paramédicaux et médicaux, et ça c'est un vrai enjeu de travail en lien entre les centres de recours et les centres qui sont pas recours, CHU, CLCC et périph pour parler un peu directement, où aujourd'hui, quand je fais le choix de pas être en CHU, je me prive demain de pouvoir accéder à la recherche. Et du coup, on comprend aussi les phénomènes de concentration de ressources dans les grandes métropoles, c'est pas le seul élément, mais il faut l'avoir en tête. Donc je peux faire de la recherche, je peux être IPA et avoir demain ma marge d'autonomie dans la prise en charge des patients, et ça, il faut qu'on le dise tout de suite à nos jeunes. C'est-à-dire, si vous faites le choix d'être infirmière, vous le ferez peut-être un temps de votre carrière, mais ça ne sera pas toute votre carrière. On a plein de projets à proposer. L'autre élément qui est important, c'est, je crois, renoncer à une forme d'organisation très normée et descendante pour en effet être obligé de s'adapter. La semaine de 4 jours, c'est une corde de plus à notre arc. Ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga, le nouveau dogme. C'est surtout, il faut maintenir des horaires en 7h48, 5 jours par semaine, parce qu'à certains moments de la carrière, c'est intéressant de faire ça, d'aller chercher les enfants le soir, je ne sais quoi. En tout cas, il ne faut pas passer d'un dogme à l'autre, et il faut ouvrir le champ des possibles. Et puis c'est vrai que quand on fait confiance au terrain, ça peut apporter des solutions. Alors Geoffrey dévoilait que son épouse était dans le secteur public. La mienne est manip radio de nuit aux urgences du CHU de Bordeaux. Donc directement, je contribue au service public. Et plus sérieusement, vous voyez, c'est des professionnels qui... c'est difficile le travail de nuit. On peut le tourner dans tous les sens. Sur le plan physique, c'est quand même assez éprouvant. Et quand ces professionnels sont en capacité de s'arranger entre eux pour faire en sorte que ça tourne sur des temps partiels, moi, j'estime que c'est une bonne chose pour l'établissement, parce que ça coûte moins, c'est mieux pour le plan de l'articulation vie privée, vie professionnelle, et le service tourne de la même manière. Donc, il faut faire confiance aux opérateurs de terrain sur leur capacité à proposer. Ça s'est appelé le lean un temps, les effets de mode, mais il faut vraiment être, je crois, en situation de recueillir toutes ces bonnes idées-là. Bon, je crois qu'on a pu balayer un certain nombre de points communs entre les différents secteurs et puis je crois une vision commune de l'avenir et des enjeux. Peut-être pour conclure, puisque dans les 10 dernières minutes qui nous restent, finalement, comment peut-on avancer sur ces bases dans le cadre de coopération et d'une responsabilité populationnelle? Peut-être, je vais laisser la parole à Catherine Gindre, puisque la qualité des soins est peut-être le principal dénominateur commun qui peut donner sens aussi à ces coopérations et aux professionnels. Quelle est la vision de la présidente de la commission de certification? Alors, d'abord, je pense que les professionnels, et ça rejoint ce que disait Marie-France tout à l'heure à propos de la pénibilité, je pense que les professionnels ont l'impression de santé, on a l'impression d'être dans une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que les conditions de travail sont détériorées, ça engendre de mauvaises pratiques, qui créent elles-mêmes des frustrations. Ces frustrations éloignent du sens profond du métier, qui finit par n'être plus qu'une corvée mal accomplie. Et du coup, les difficultés ne sont plus compensées par la reconnaissance, la satisfaction, etc. Et il ne reste plus que la pénibilité. C'est ce qui ressort, c'est ce qui est exprimé. Et il faut vraiment sortir de ça. Et moi, il me semble que la qualité, c'est d'abord un gage de sécurité pour tous. Et c'est l'ADN des soignants. C'est-à-dire, ce qui les motive, et on le voit bien dans tous les questionnaires, c'est ça qui reste au bout du bout quand il n'y a plus rien, ou plus grand-chose. La qualité de ce qu'on fait, ça reste un moteur. Et donc, je pense que ça doit rester un levier de motivation et d'amélioration. Alors, ma vision, évidemment, elle va avoir le prisme aujourd'hui de la responsabilité qui est la mienne, c'est-à-dire de promouvoir l'amélioration de la qualité avec un certain nombre d'outils, d'outils ou de leviers qui sont mis à la disposition des professionnels. Là, en l'occurrence, la certification, ça n'est pas une fin en soi, c'est un levier, c'est un outil dont il est proposé aux professionnels de s'emparer pour ensuite s'interroger, se questionner sur leurs pratiques et les faire évoluer. Bon. Je dirais qu'à côté de ça, il y a aussi un certain nombre d'indicateurs, il y a tout un tas de choses qui peuvent aider. Mais je crois que c'est quand même la seule manière aujourd'hui d'avoir une appréciation globale, générale, avec des outils communs à un instant T. Alors certes, l'instant, c'est 4 ans,
hein, mais qui permet d'avoir une photographie, je dirais, de la situation de l'ensemble des établissements de santé, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient grands, petits, qu'ils soient dans une région ou dans une autre, à un instant T, et donc de se comparer, d'avoir des échanges croisés avec des pairs. Et je pense qu'en tant que tel, c'est un outil, un levier. Bon, c'est un parmi d'autres. Je serais beaucoup plus critique sur le dispositif IFAC. J'aurais là tendance à penser qu'on est en train de nous monter une usine à gaz dont les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets qu'avec la T2A, c'est-à-dire avec un affichage qui au départ est un affichage vertueux, hein, on va récompenser, rémunérer la qualité, même si je pense encore une fois, comme tout à l'heure, qu'il vaut mieux que ce soit les professionnels eux-mêmes qui s'emparent des sujets et des leviers et qui les travaillent plutôt que des incitations qui arrivent du haut et qui tombent avec des modes opératoires qui vont être loin d'être transparents. Je crois en plus que ce système de financement à la qualité ne sera pas une véritable incitation parce que c'est une manière de cacher un modèle de refinancement des hôpitaux qui risque de produire les mêmes effets que ceux qu'on a déjà connus. Donc j'aurais plutôt tendance à dire utiliser les outils qui sont simplement destinés à la qualité, qui permettent là pour le coup de se questionner et d'échanger, et tout type d'établissement en transversalité, en transparence. Je pense que c'est une manière, effectivement, de se donner un outil dans le cadre de ce vers quoi on va devoir aller dans le cadre de la responsabilité populationnelle sur un territoire, c'est-à-dire des coopérations renforcées et mieux équilibrées entre les différents acteurs. Ouais, Geoffrey Jourkolov, quelles seraient vos clés pour réussir ces coopérations avec cette vision partagée? Alors moi, je suis entièrement d'accord sur la qualité des soins, sur ce qui vient d'être dit. Les clés de collaboration, si on doit partir d'une fondation à construire, encore une fois, les bonnes personnes au bon endroit, et très souvent partir d'un projet de soins et de la qualité de ce projet. Voilà. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement important qui a été la nouvelle version de la certification de la HAS, qui est la V2020, qui a évidemment fait peur à tout le monde, moi le premier, mais qui, quand on va chercher les détails, a été une extraordinaire ouverture aux solutions de terrain. Vous pouvez, avec une aide-soignante, une infirmière, une cadre, un médecin, qui vous voulez, construire un projet, partir d'un besoin concret et dire nous on s'est confronté à ça, on a eu besoin de ça, on a fait ça, on n'avait pas sur place, on a fait un lien avec l'hôpital, la clinique, l'ESPIC, qui vous voulez, la ville localement parce qu'on avait ça, ce projet il a vécu, on l'a audité, voilà, maintenant on vous le présente. Enfin je veux dire ça, il faut vraiment partir de ça, à mon sens. Si vous sur ce type de projet vous avez trouvé les bonnes personnes, vous avez trouvé un sens, vous l'êtes auto-approprié, auto-fabriqué, vous l'avez audité, amélioré. Il y a un aspect de reconnaissance, il y a un aspect d'efficience, et très souvent, il y a un aspect de qualité de vie au travail. Les soignants, vous leur faites faire fabriquer leur quotidien en termes d'outils. Moi, je suis désolé, à la fin, ils sont contents, c'est qualitatif, ça a bien fonctionné, les gens sont bien soignés, et ils se regardent tous dans une pièce et ils se disent, mais super, ce qu'on a fait, c'est génial, en fait, on est content. Et pour moi, c'est aussi une clé de la QVT. Donc on a encore une fois, je veux pas être démagogique, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est des exemples concrets, ça fonctionne, c'est encore une fois pas simple, mais on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Moi, j'aurais même tendance à espérer qu'un jour la HAS concentre les exemples de terrain qu'elle a vus dans les différentes certifs pour en faire un guide de ce qui a fonctionné ailleurs, parce que des fois à 10 km on ne sait pas ce qui se passe et il y a des choses super qui se passent et qui sont peut-être reproductibles mais on ne le sait pas. Ça c'est juste parce qu'on l'a vu dans l'accréditation des médecins où des fois on se vole les idées, les bonnes idées les uns des autres. Voilà, mais non, moi je resterai là-dessus, je pense vraiment. Oui, alors pour répondre tout de suite, on est exactement en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'avec on a à peu près 1000 visites aujourd'hui qui ont été faites, donc déjà un background d'information important qui est colligé dans un nouveau système d'information et on commence à traiter ces données. Et alors on a des données aujourd'hui par région, on passe les données classiques par établissement, taille d'établissement, etc. Mais on a aussi des données par région et par territoire au sein des régions. Et ces données-là, elles commencent à donner des informations extrêmement intéressantes
à l'échelle des informations qui vont concerner les établissements et les équipes d'établissement, et puis qui vont concerner aussi les ARS et les questionner dans leur rôle et leur responsabilité en matière de réponse à des besoins de santé dans un territoire donné. Je crois que Nicolas voulait réagir rapidement. Alors, un petit mot sur le propos de Geoffrey. C'est vrai qu'on peut adhérer vraiment au bottom-up, aux remontées de terrain des professionnels. Un petit point de vigilance. Mon ancien DG d'ARS disait souvent l'accord entre les professionnels au détriment de l'usager. On a quand même en tête les uns les autres quelques situations où on s'accorde assez facilement entre nous, professionnels de santé, direction, etc. Et au bout du bout, il y a un usager qui trinque. Je pense que l'exemple le plus fréquent, c'est la bonne paix sociale du service des repas à l'EHPAD à partir de 17h30. Je pense que là, en termes d'outils, tous les professionnels sont contents, tout le monde part à l'heure le soir, mais j'aimerais pas être usager de l'EHPAD en question, si vous voulez. Donc, il y a cette petite vigilance malgré tout, et ça, je crois que c'est le rôle des institutions en général et du regard un peu collectif des CME, des conseils de surveillance, des ARS sur la vraie plus-value à l'usager. Peut-être un autre mot rapidement sur comment le mettre en œuvre très concrètement en matière de responsabilité populationnelle. On parle donc bien de la responsabilité des établissements ou des professionnels vis-à-vis d'une population. On a des droits et des devoirs. Moi, c'est comme ça que je le dis en interne. On a la chance et l'honneur que des patients nous fassent confiance, mais on leur doit en retour et en amont même des messages de prévention sur les territoires d'où ils proviennent, c'est-à-dire sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et peut-être juste ouvrir un petit débat, parce que derrière responsabilité populationnelle, ma crainte actuelle, c'est qu'on finisse par un mécano administratif qui s'appellera la dotation populationnelle, où je crois que certains vous ont déjà partagé hier que le problème, c'était peut-être pas finalement la couleur de la pelle à tarte. Moi, je dis ça, la T2A, c'est la couleur de la pelle à tarte. Et on se dit qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, et on va donc changer la couleur de la pelle à tarte, c'est-à-dire vraiment l'outil qui va nous permettre de répartir le gâteau. On oublie peut-être de poser la question de la taille du gâteau. Bref, une fois qu'on a dit que finalement c'est peut-être pas la question, c'est ces affaires financières. J'en ai perdu le fil de mon propos. Vous voyez, c'est l'appel à tarte. C'est l'appel à tarte. Non, donc je disais, cette dotation populationnelle, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de se coordonner au plus près du terrain, dans des contrats locaux de santé, dans des actions très concrètes. Nous, on est en train d'organiser la campagne vaccination HPV dans les collèges pour les classes de 5e, on ne se pose pas de question de savoir qui doit y aller, le public, le privé. C'est ceux qui peuvent y aller qui y vont, et puis on travaille avec les libéraux du coin, et on n'est pas dans les frontières idéologiques. Et c'est au niveau de ce plus petit lieu de rencontre et de travail, encore une fois, qu'on va réussir ces coopérations qui seront une responsabilité populationnelle réussie de mon point de vue. Marie-France, et ça sera peut-être le dernier propos conclusif aussi au regard de l'horaire. Finalement, autour de tout ce qui s'est dit autour de cette table ronde et puis des enjeux et de l'expérience que tu peux avoir, comment on peut avancer sur le sujet pour... Je voulais reprendre le terme de pénibilité qui a été beaucoup cité. Alors, à partir de la pénibilité, je voulais revenir sur notre certification et revenir sur la responsabilité populationnelle. Alors, notre certification, elle a été reportée de janvier parce que pour ce que vous avez cité, les soignants se sont sentis en difficulté, ont eu l'impression de ne pas bien soigner. Du coup, il y a eu un arrêt de travail massif sur les urgences d'un des deux sites qui a dû fermer en janvier. Et les experts visiteurs ont dit on ne viendra pas faire une certification dans ces conditions. Donc la certification a été reportée et on l'a vécu il y a 15 jours avec beaucoup d'appréhension parce que les conditions, elles n'étaient pas tellement meilleures, même si le service était ouvert, mais finalement, tout était dur partout. Et finalement, à notre grande surprise et plutôt agréable, cette certification, elle a amené beaucoup de positifs dans notre établissement parce que, alors on a eu des experts qui étaient très bienveillants et je l'ai dit à la restitution, l'idée c'était de faire parler les soignants et de montrer tout ce qu'ils faisaient en fait et pas tout ce qu'ils faisaient pas bien parce qu'on fait des choses pas bien mais on fait aussi beaucoup de choses bien et finalement ça a insufflé une dynamique positive et ce qui angoissait beaucoup les troupes entre janvier et juin a fait de cette semaine que tout le monde était très très heureux d'exposer ce qu'ils avaient fait et finalement on a parlé de beaucoup de parcours de soins, de partenariats avec l'extérieur et ils ont pu montrer tout ça, ils ont pu montrer ce qu'ils faisaient et ils faisaient plein de choses bien et c'est vrai que si on peut partager toutes les choses bien que chacun fait, c'est encore mieux. Donc ça c'était le caractère positif et ensuite la responsabilité populationnelle,
je repartirais aussi de la pénibilité parce que ce qui fait la difficulté de l'hôpital public, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est les nuits, c'est le week-end, c'est le fait qu'on a la responsabilité des gardes, c'est le fait que les urgences viennent chez nous et que finalement le fait qu'il y ait des urgences qui viennent chez nous, moi j'ai très très peur que l'hôpital public se transforme en service post-urgence et que finalement tout ce qui est programmé aille ailleurs. Et c'est là où je pense qu'on a tous une responsabilité du territoire dont on partage la responsabilité, que ce soit les ESPIC, les privés ou le public. Et je pense que où je rejoins Geoffrey, c'est qu'il y a une histoire de personnes, qu'on ne peut pas changer les ouvertures vers l'extérieur de façon égale partout sur le territoire et qu'il faut que des choses bougent. Et je suis contente parce qu'on essaye, nous, de faire bouger à notre niveau. On se rend compte qu'il y a beaucoup de réticence de chaque côté parce que les miens se disent on se retrouve toujours avec la pénibilité et puis les siens se disent on va se retrouver avec toute leur pénibilité et notre vie va être moins bonne. Mais je crois qu'on peut, à partir de quelques personnes, essayer de bouger les choses. Et alors, on a tous des tutelles, on a des responsabilités à haut niveau, mais je crois que le terrain est très important et que c'est comme ça qu'on pourra faire bouger les choses. Je sais pas qui donne Je sais pas s'il y avait une dernière réaction, peut-être Catherine, j'ai vu voulais, quelques notes et puis une main se Non, lever, tout et puis à on fait conclura. en écho. Je voulais dire que effectivement, je ne pense pas, puis je pense pas que dans la salle il y ait quelqu'un pour contredire ça. Je pense pas qu'il faille continuer à faire de l'hôpital la victime expiatoire de tous les dysfonctionnements, carences ou absence de choix ou de courage politique qu'on a pu constater pendant des décennies. Hein. Je pense par contre qu'il faut que l'hôpital évolue, bouge, s'ouvre. Je pense qu'il faut qu'il y ait des conditions quand même à ça. Et il faut qu'il y ait au moins une condition de réciprocité et de partage des contraintes dans les collaborations. Et c'est en ce sens que je voulais réagir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est parce qu'on partagera les contraintes aussi qu'on aura l'impression effectivement d'un équilibre entre les deux. Voilà. Et j'avais une phrase que j'aime beaucoup, donc je vous la donne, parce que à mon avis, elle va vous servir. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Et c'était Henry Ford qui disait ça au début du XXe siècle. Bon, merci pour ce mot de conclusion. Et puis je crois que en synthèse, au regard de tous vos propos, il faut rester optimiste. Et c'est vrai que la question c'était est-ce que c'est une force pour l'avenir? Donc on va rester sur cette notion, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette table ronde. Je suis désolé, on n'aura pas le temps pour des questions avec la salle parce que l'horaire avance. Mais en tout cas, on peut échanger à la pause. N'hésitez pas à venir nous voir.